Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 9h33 le jeudi, c'est un jeudi politique, vous le savez, nous avons 2 députés avec nous, comme tous les jeudis, parfois 2 sénateurs, parfois 2 députés. Aujourd'hui, et je les remercie, Alexis Isard, qui est député Renaissance de l'Essonne, membre du groupe d'études exploitation agricole et structuration des filières à l'Assemblée nationale, ça tombe bien. Et avec nous, Mathias Tavel, qui est député LFI de Loire-Atlantique. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais commencer juste aparté pour commencer. Les frais de mandat, 305 € de plus sur vos frais. Vous avez voté pour ? Non, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui votait. Ouais, donc qui moi, j'ai pas eu à voter, très sincèrement. Je suis pas certain que ce soit le moment pour ça. Après, j'entends les tentatives de certains députés qui disent qu'ils vont les redistribuer. Attention, c'est des frais de mandat, c'est pas du salaire, ils n'ont pas le droit de le redistribuer, c'est pour payer les frais de mandat. Oui, c'est pour frais de mandat, c'est ce que vous faites de votre mandat. Les représentants de la France Insoumise au bureau de l'Assemblée sont les seuls à ne pas avoir voté cette augmentation qui nous paraît très déplacée. Il y a beaucoup de choses à augmenter dans le pays. Nous, on se bat pour l'indexation des salaires parce qu'il y avait d'autres mesures et que c'était un vote global. Vous êtes adeptes de ça, vous les macronistes, on met tout dans le même paquet. Mais nous sommes contre cette augmentation et nous ne l'avons pas votée et nous sommes les seuls à ne pas l'avoir votée à la France Insoumise. Bon. On va passer à autre chose, on va passer à la colère agricole. Bien. Aujourd'hui, il y a deux raisons majeures. Il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'agriculture dans ce pays, diverses et variées. Mais 2 raisons majeures. 1, l'agriculteur n'arrive pas à vivre de ses revenus. Ça, c'est la première raison. C'est la base. Quand on exerce un métier, on doit être payé pour le métier qu'on fait. Et le travail qu'on fait. Et la deuxième raison, c'est la déconsidération des agriculteurs dans notre monde aujourd'hui. Que le gouvernement est réuni en ce moment autour du Premier ministre. Il va y avoir des mesures qui sont annoncées demain. Vous attendez quoi de ces mesures ? Vous êtes député, vous entendez la colère, vous connaissez les questions agricoles. Vous êtes député de l'Essonne, une partie de l'Essonne qui est agricole, qui est agricole. Bien sûr. Bon. Alors, bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Vous oubliez le 13e point, c'est sûr qu'il y a ce sentiment de déconsidération, le salaire et le ras-le-bol de devoir répondre à des normes, et des normes qui offrent aucune stabilité. Il n'y a pas que des normes environnementales, il y a aussi des normes administratives. Il y a une folie normative qui fait un grand manque de visibilité qui leur permet pas de savoir, typiquement un cas très extrême qu'on entend en boucle à la télé, de comment ils vont devoir tailler leur haie. C'est des trucs qui sont totalement lunaires, que nos chefs d'entreprise vivent aussi, il faut le savoir. Les chefs d'entreprise vivent un excès de normes. Je dois le dire, avec Bruno Le Maire, on a lancé ce chantier en novembre. On se rend compte de l'étendue de la folie normative dans ce pays. On essaye de tailler s'il y a folie normative, c'est bien parce que les politiques ont permis cette folie normative. Moi, je vais vous dire que oui, et il y a un vrai sujet de méthode là-dessus. Le problème, c'est que le législateur, il a peut-être depuis certaines années, oublié de faire la loi et il croit qu'il doit faire le règlement. Là-dessus, il faut qu'on fasse attention. Moi, je nous le dis pour nous aussi, législateurs. Lorsqu'on fait la loi, on donne les grandes directions. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails sur de combien de mètres la haie doit être taillée, combien d'ombrelles doivent être implantées. Il faut que nous, parlementaires, donnons les grandes directions et qu'on laisse ensuite les administrations être raisonnables et leur imposer d'être raisonnables. Donc vous attendez, 1, une simplification administrative, 2, des mesures concrètes pour permettre aux agriculteurs de mieux vivre, et 3, une méthodologie pour faire en sorte qu'on ne leur réimpose pas des normes trop importantes et qu'on leur permette de vivre de leur travail sans avoir cette charge déraisonnable. Mais oui, non, mais j'entends d'abord toutes ces normes que vous critiquez et que les macronistes critiquent beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont d'abord faites pour protéger les consommateurs et les agriculteurs eux-mêmes, notamment leur propre santé, parce que ce sont eux qui, par exemple, sont les premières victimes des produits phytosanitaires qu'ils utilisent. Il suffit de regarder les chiffres des cancers dans la profession agricole. Mais le cœur du problème, ce qu'ils disent, c'est nous voulons vivre de notre travail. Nous voulons avoir un revenu digne de ce nom. Je note que nous, la France Insoumise, à l'Assemblée nationale, au mois de novembre, nous avons proposé et fait voter un article qui fixait des prix plancher pour les produits agricoles, pour qu'on n'assiste pas à ce qu'on est en train d'assister. Vous avez par exemple des multinationales comme Lactalis qui veulent
payer le lait moins cher que ce qu'il coûte à produire. Nous avons, proposé des prix planchers et les macronistes l'ont refusé. Nous avons proposé d'encadrer les marges des industriels et de la grande distribution pour qu'on puisse à la fois mieux payer les paysans et qu'en même temps protéger les consommateurs. Parce que le problème des paysans, ce n'est pas les consommateurs, et le problème des consommateurs, ce ne sont pas les paysans. C'est les intermédiaires qu'il y a entre eux, et notamment les industriels qui se sont gavés avec des marges qui sont passées à 48% des marges. Et cet argent-là, c'est l'argent et des paysans et des consommateurs qu'il faut récupérer. Il n'y a pas que les industriels qu'on retrouve en rayon, parce que les produits qu'on retrouve en rayon, parce que c'est ce qui compte. Les produits que le consommateur va acheter, il n'y a pas que des produits d'industriels français, ce sont des produits de l'agroalimentaire mondial, ce sont des produits qui viennent du bout du monde et qui sont moins chers. Et c'est là qu'on vient notamment. Et c'est pour cette raison que je vous remercie de le soulever. Et qui sont moins chers. Je vous remercie de le soulever parce que cette proposition de loi telle que vous la racontez là, c'est vrai que ça paraît très intéressant, mais moi j'étais responsable de tech là-dessus, donc j'ai participé à l'ensemble des auditions et j'ai bien vu que personne, quand je vous dis personne, c'est ni les agriculteurs, ni les industriels, ni la grande distribution ne voulaient de votre proposition de loi pour une raison simple, c'est que si vous imposez, d'un côté, dans la même niche, vous imposez d'augmenter les salaires, de bloquer les prix, de bloquer les marges, oui. De 1, vous aurez moins de produits dans les rayons. Non. De 2, vous n'aurez quasiment plus de produits français dans les rayons. Ce qui fait que vous allez avoir ce que vous voyez déjà dans la grande surface. Vous allez avoir votre pomme française qui va coûter une fortune et à côté votre pomme venant d'un autre pays sans stigmatiser qui va coûter beaucoup moins cher, qui sera produit avec des produits qui ne sont pas bons pour la santé et qu'on interdit en France. Et le consommateur qui n'a pas le choix parce que son pouvoir d'achat est trop réduit va s'orienter vers ces produits-là. C'est vers ça qu'on ira sur ce type de proposition-là que nous, France Insoumise, contrairement aux macronistes, nous défendons le protectionnisme et qu'il ne peut pas être question de laisser vendre en France des produits agricoles ou autres qui ne respectent pas les mêmes interdictions sanitaires, les mêmes interdictions écologiques, ou de laisser entrer, je termine juste sur ce point, des produits qui sont produits avec une main-d'œuvre qui est aussi mal payée et exploitée que peut l'être par exemple les ouvriers agricoles en Espagne, au Maroc ou en Ukraine demain, et que nous devons mettre des barrières douanières pour protéger l'agriculture française comme on doit protéger l'industrie et pour en même temps augmenter les salaires. Dans l'autre sens aussi, ce qui veut dire que le déficit de commerce extérieur sera encore plus grand. On arrête de vendre aussi. Si on arrête d'acheter à l'étranger, on arrête de vendre à l'étranger. Mais pardon, aujourd'hui on parle de nourrir un pays. Moi, vous venez de signer, vous macronistes, vous venez d'adopter un accord avec la Nouvelle-Zélande qui va permettre qu'on fasse venir 60 000 tonnes de lait et de produits laitiers de l'autre bout du monde. 20 000 kilomètres pour du lait. Vous pensez que c'est raisonnable? Ce qui est raisonnable, c'est de produire en France le lait dont on a besoin en France. Et pour ça, il faut éviter que les éleveurs laitiers français soient étranglés ou par la concurrence néo-zélandaise ou par Lactalis et ses grandes multinationales. Bon, c'est le Parlement européen, mais c'est l'Union européenne qui a signé ces accords. Oui, enfin, monsieur Macron l'a approuvé. Oui, c'est vrai. Qui sont en cours de négociation. Mais votre groupe a voté pour. C'est des accords qui sont en cours de négociation. Il faut savoir pourquoi on fait des accords de libre-échange. Moi, je suis plutôt pour le libre-échange, dans le sens où on a besoin d'exporter nos produits français, on a besoin d'améliorer notre balance commerciale. Oui. Maintenant, il ne faut pas le faire de manière déraisonnable, il faut faire attention à ce qu'on met dedans. C'est pour ça qu'il y a des longues négociations qui sont en cours. Et il faut bien regarder ce qu'il y a dedans, il faut faire très attention. Bien, les normes. Les normes environnementales qui sont surtransposées en France par rapport aux décisions européennes. Déjà qu'il y a des décisions européennes contraignantes, mais en France on en rajoute encore. Est-ce qu'il y a trop de normes environnementales aujourd'hui? Est-ce que ça pénalise le travail et les revenus des agriculteurs? Non, il n'y a pas trop de normes environnementales ou sanitaires. Trop. Vous dites tout va bien. Ce qui pose le problème, c'est la concurrence déloyale à laquelle nos agriculteurs sont soumis, parce qu'ils sont eux soumis à des règles exigeantes, notamment parce que nous voulons protéger leur santé et les consommateurs, et qu'on laisse dans le même temps rentrer des produits qui ne sont pas soumis à ces mêmes règles. Le problème il est là. Par exemple, je viens de parler de l'accord Nouvelle-Zélande. On va autoriser l'arrivée en Europe de produits qui ont été à un moment en contact avec de l'atrazine. Personne ne sait ce que c'est que l'atrazine. Si, quand même, c'est un produit qui est interdit dans toute l'Union européenne depuis 20 ans. Et on signe des accords pour laisser rentrer des produits où on a utilisé ces produits-là. Franchement, on marche sur la tête. Donc il faut dire clairement que les normes qui s'appliquent aux agriculteurs français doivent être appliquées à tous les produits commercialisés en France. Vous allez répondre. Il est 9h42. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h46, avec nous Alexis Izard, qui est député Renaissance de l'Essonne, membre du groupe d'études d'exploitation agricole et structuration des filières à l'Assemblée nationale, et Mathias Tavel, qui est député LFI de Loire-Atlantique. Vous vouliez répondre à Mathias Tavel ?
Tout à l'heure, nous parlions effectivement des normes, nous parlons des contraintes qui étaient les normes imposées environnementales, les contraintes. sur Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y en a trop? Et moi, je suis assez surpris. Alors, je parle pas contre vous, Monsieur Tavel, je vous connais, je connais vos travaux, mais je suis quand même face à un député qui fait partie d'une majorité où le lundi, vous allez manifester contre les retenues d'eau des agriculteurs. Le mardi, vous allez dire que si c'était des écologistes qui étaient à leur place, ils seraient en prison. Le mercredi, vous allez imposer des normes contraignantes sur les produits qu'ils utilisent, et le jeudi vous allez venir les défendre sur un plateau. Donc je trouve ça quand même assez paradoxal, assez étonnant, très sincèrement. Vous manquez pas d'air, parce que, en l'espèce, ceux qui sont responsables de la destruction de l'agriculture française, c'est ceux qui sont notamment au pouvoir depuis 7 ans, qui ont signé tous les accords que j'ai signés, qui poussent les éleveurs et les agriculteurs dans une spirale de l'endettement où après ils ne savent plus comment s'en sortir, alors que nous proposons qu'il y ait une caisse de défaisance où on reprend la dette des agriculteurs qui s'engagent justement à changer de modèle, parce qu'on ne peut pas continuer dans un modèle agricole. Une caisse de défaisance publique. Vous avez été capable, on a été capable de trouver des milliards d'euros nous tous, quoi. Mais bien sûr, parce que c'est un enjeu indispensable pour la souveraineté alimentaire et pour le respect qu'on doit à des paysans qu'on a mis dans cette situation pour qu'ils soient capables de nous nourrir. Et aujourd'hui, on doit faire autrement. Et donc, on doit légitimement les aider. Si je peux me permettre. Mais par contre, quand on dit les normes sanitaires, qui s'oppose dans les accords de libre-échange, par exemple, à ce qu'on fasse rentrer des produits avec des pesticides, des poulets traités à la javel, et combien d'autres. Il y a les accords de libre-échange, et il y a aussi les normes, d'autres normes qui n'ont rien à voir avec le libre-échange, qu'on impose aux agriculteurs français, et qui parfois sont ubuesques, absurdes. Bien sûr, mais la norme, ce n'est pas que ça. S'il y a des normes, c'est aussi parce que dans l'agriculture, vous avez un tout petit nombre de gens qui provoque des abus absolument insupportables, notamment dans l'usage de pesticides ou autres. Mais il y a des normes qui peuvent être très utiles. Par exemple, on a voté dans le mandat précédent, et encore dans celui-là, des lois EGalim qui sont censées dire les collectivités, notamment dans l'approvisionnement des cantines, doivent d'abord avoir un taux de produits bio, de produits locaux. Pas vous, mais votre majorité a voté contre ces lois EGalim. Aujourd'hui, les agriculteurs demandent qu'on les applique, ces lois EGalim. 20% de bio. C'est ça qui est dans la loi. Je viens d'une région, Pays de la Loire, 9% de bio. Que fait le gouvernement pour dire à la région Pays de la Loire, dites donc ça va pas, vous respectez pas la loi. Il serait temps de la respecter. Mais parce qu'il n'y a pas derrière la volonté de les appliquer. Le problème du bio, vous le savez, c'est qu'on produit pas suffisamment de bio en France. Et que le bio, qu'on importe beaucoup de bio. De l'étranger et du bio dans des conditions... Donc ça a été commencé. Dans des conditions... Mon collègue a commencé à le faire, mais vous nous parlez de qu'est-ce qu'on fait depuis 7 ans. Tout de même, vous venez de le dire. Les lois EGalim, elles résultent des états généraux de l'alimentation, EGalim 1, EGalim 2. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils demandent de mieux appliquer ces lois-là, parce que ces lois-là, elles sont bonnes pour sanctuariser la matière première agricole. C'est ce que nous avons fait. Vous avez voté contre à l'époque. Vous étiez contre ces lois-là. Mais pourquoi nous avons voté contre? Parce que nous n'avions pas confiance dans le fait que vous les appliqueriez, vous, macronistes, avec la sévérité qu'il faut. Aujourd'hui, vous êtes contre une loi parce que vous avez peur que la loi ne soit pas appliquée. Mais bien sûr que si, parce que nous n'avons pas confiance dans ce que vous faites. Vous êtes très fort pour faire des déclarations d'intention. Contre toutes les lois. Mais non, pas toutes. Ah bon? Hier, nous avons voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'était même notre idée. Mais quand Lactalis demande à ce que les paysans vendent leur lait moins cher que ce que ça leur coûte de le produire, pourquoi Bruno Le Maire n'intervient pas pour dire Lactalis doit rendre des comptes et s'il faut nous enverrons Lactalis au tribunal? Je pense que le PDG de Lactalis devrait être devant un tribunal. Alors sans cibler de marque, ce que fait Bruno Le Maire, c'est de dire nous avons des lois pour sanctuariser la matière première agricole, nous allons amplifier les contrôles pour être sûr que cette sanctuarisation... il serait temps de se réveiller, ça fait 7 ans que vous êtes là. Mais ne laissez pas croire aux Français qu'il n'y a aucun contrôle qui est fait. Ce que dit le ministre, c'est que si effectivement il y a des abus, il faut qu'il y ait plus de contrôles pour faire en sorte de les trouver, tout simplement. Mais il y a déjà des contrôles, évidemment. Et contre les régions qui n'appliquent pas la loi EGalim, vous avez prévu des sanctions? Vous avez prévu de forcer Madame Morancet, qui est dans votre majorité, mais contre les départements qui ne veulent pas appliquer la loi, contre les communes qui ne veulent pas appliquer la loi, et toutes les lois. C'est insupportable, évidemment. Vous faites des phrases et vous n'agissez pas. Mais je parle bien de toutes les lois, y compris dans votre majorité qui ne veut pas appliquer la loi. Bien, moi, il y a une chose que je comprends pas très bien, c'est pourquoi on ne fixe pas un prix de vente d'une production et ensuite on s'adapte après, en aval. C'est exactement la proposition de loi de la France Insoumise. Non, parce que vous voulez figer le prix. Le prix plancher qu'on paye aux paysans. Le prix, on leur achète le lait. Le prix, on leur les achète agriculteurs le blé, ne veulent pas bloquer leur prix parce que ils auraient été perdants actuellement. S'ils avaient bloqué leur prix avec les fluctuations, ils auraient été perdants. Ils sont grands gagnants, tout le monde le voit. Et ensuite, il y avait dans notre proposition de loi, il y avait l'idée d'un coefficient multiplicateur, c'est un peu technique, pour dire l'industriel ne peut pas. Et le rapporteur de votre loi n'a pas été capable de nous expliquer comment il avait pondu son multiplicateur. Non, il n'a pas été capable de nous dire pourquoi ce chiffre. Manuel Bompard a fait le travail remarquablement. Et de dire,
Voilà, ça c'est pas négociable. Ça, c'est ce qu'on doit payer aux paysans parce que c'est le prix de revient et même un peu plus. Et ensuite, on encadre les marges pour qu'il n'y ait pas ou des industriels de la transformation ou des grandes distributions, parce que ça arrive aussi, qui font des multiplications, disons, très généreuses pour leur propre profit. Non, je comprends que vous soyez attentifs tous les politiques, à la situation des agriculteurs. D'ailleurs, tout à coup, tout le monde s'intéresse à l'agriculture. Non, mais attendez, je vous parle d'une loi que nous avons fait voter le 30 novembre. On n'a pas attendu la révolte des agriculteurs. Egalim 1 et 2, on les a fait voter depuis 7 ans, mais on ne va pas faire de celui qui a proposé le plus de lois. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que ces lois s'appliquent. Par exemple, ça revient aussi souvent, l'irrigation, l'eau. Vous avez manifesté contre les retenues d'eau, contre l'irrigation, contre l'utilisation de l'eau par des agriculteurs. Pas contre l'irrigation. Nous ne sommes pas contre l'irrigation. Contre le fait qu'on fasse des méga-bassines qui reviennent à pomper l'eau dans les nappes phréatiques et donc à, en quelque sorte, détraquer le cycle de l'eau, et ensuite on se rendra compte que les conséquences sont pires que ce qu'on pensait. Ces bassines, ce sont un mirage. C'est faire croire qu'on peut continuer avec le même modèle agricole à un moment où on va manquer d'eau. Il n'y a pas que des méga-bassines, il y a aussi des retenues d'eau plus modestes que les agriculteurs. D'ailleurs, des méga-bassines n'existent pas. La manifestation, c'était des méga-bassines. Non, la manifestation. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que les agriculteurs doivent retenir de l'eau pour cultiver leur culture? Oui, non. Ce que font beaucoup de Français chez eux. Si c'est les méga-bassines qui non seulement retiennent un peu d'eau, mais surtout oublions les méga-bassines. Ah bah oui, mais non, mais attendez, c'est dans un endroit précis. Vous êtes allé manifester. Mais en Haute-Loire, il n'y a pas de méga-bassines. Je ne suis pas allé manifester contre la retenue d'eau que vous mettez sous votre fenêtre. Bon, on manifeste contre des projets qui nous semblent emmener l'agriculture dans un mirage, dans une illusion qui va à la fin aggraver le mal. Il faut s'habituer au fait que nous allons manquer d'eau, et donc il faut changer un certain type de culture, parce qu'on ne peut pas continuer, par exemple, à faire dans certains territoires du maïs ultra irrigué alors qu'on sait qu'on va manquer d'eau et qu'on va avoir la question de savoir si on ces discours-là que les agriculteurs ils manifestent, c'est contre ces discours décroissionnistes auxquels ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Les agriculteurs, ils ont peur. Vous leur faites peur, en fait. Les agriculteurs, ils se disent que demain ils ne seront plus en capacité de produire, de nous nourrir. C'est de ça dont ils ont peur. C'est ça le malaise. C'est la peur de déconsidération. Est-ce qu'il faut produire plus? Il faut leur parler. Est-ce qu'il faut produire plus? Vous allez me répondre, il faut produire autrement. Oui. Il faut produire autrement, il faut gaspiller moins, il faut être capable de relocaliser un certain nombre de productions agricoles. Et pas les agriculteurs, ils gaspillent. Non, pas eux, mais toute la chaîne derrière. L'agro-business, la grande distribution. Combien on jette de produits ? Vous le savez que la production agricole mondiale suffirait à nourrir tout le monde. Vous utilisez des mots de communication qui brillent, mais on parle de nos agriculteurs. La production agricole mondiale suffirait à nourrir tout le monde. Pourquoi c'est pas le cas? Parce que certains considèrent qu'il vaut mieux vendre cher certains produits et en jeter d'autres que tout utiliser. Si vous voulez par exemple que dans les cantines... le débat. Mais non, c'est le cœur du débat. C'est le cœur. Nos agriculteurs, ils sont témoins. Quel est le modèle? Et les agriculteurs, ils voient leurs propres produits qu'on met à la poubelle. Et ça leur fait mal au cœur. Quel modèle vous prenez pour l'agriculture française? Un modèle d'agriculture écologique, d'agroécologie, avec notamment une forte part de bio, notamment pour la restauration collective. Vous pensez que nos agriculteurs, c'est pas les personnes... Moi, je serais curieux. Je serais vraiment curieux de faire je serais vraiment curieux, et d'ailleurs, je sais que des chercheurs le font, de faire le bilan carbone d'un écolo parisien et d'un agriculteur. Vous seriez surpris, l'écolo parisien... Le parisien, c'est vous, c'est pas moi. Moi, je suis élu de l'Essonne. Le parisien, il consomme beaucoup plus de CO2 que l'agriculteur qui, même s'il n'est pas en bio, respecte énormément la planète. Mais si vous voulez, vous êtes en train de les responsabiliser sur l'empreinte carbone qu'ils peuvent émettre sur leur empreinte environnementale. C'est pas le cas. Monsieur Izard, c'est votre gouvernement qui a supprimé un certain nombre d'aides pour l'agriculture bio. C'est votre gouvernement qui n'a même pas été capable, dans le budget imposé par 49.3, de garder des amendements qui avaient été adoptés très largement par notre Assemblée pour garantir ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales et climatiques, où vous n'aviez pas prévu les budgets suffisants pour ne serait-ce qu'honorer les engagements. Et les mesures agro-environnementales, il n'y en a pas assez. C'était tous ces agriculteurs qui ont choisi de passer en bio, aujourd'hui certains reviennent en conventionnel. Ce sont des budgets pour financer, aider les agriculteurs à aller dans cette voie de l'agroécologie. Aujourd'hui, ce sont des engagements. Est-ce qu'il faut redétaxer le GNR? En tout cas, on ne peut pas taxer de la même façon une petite entreprise agricole familiale ou un agriculteur et des gens qui ne font n'importe quoi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire aux agriculteurs vous allez payer une taxe sur le GNR et continuer à exonérer le kérosène des avions. Parce que là, il y a un truc qui est une injustice et qui n'est pas acceptable. Donc on revient, on détaxe le GNR. On maintient l'exonération. Oui, clairement. Ouais.
C'est intéressant. Vous êtes d'accord ? Donc, c'est intéressant de voir l'extrême gauche vouloir détaxer des produits qui sont dits polluants. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas asphyxier nos agriculteurs. Il faut faire attention à la manière dont on applique les lois. Maintenant, j'ai pas l'impression que ce soit les gros des demandes de nos agriculteurs. Là où il faut faire attention, c'est pas de leur appliquer des surcharges qui leur permettent pas de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire nous nourrir. Merci messieurs. Merci. 9h56, vous êtes sur Sud Radio Média après les infos. Valérie Expert et Gilles Gansman recevront le journaliste, mon confrère, que je connais bien, François Sorel. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.